Iconic Business, le luxe by BFM Business. Audrey Maubert. Iconic Business, le luxe par BFM Business, un univers digital et une émission exclusif, intemporelle, mythique, responsable et déculpabilisée. Dès lors qu'il s'agit de luxe, qu'il s'agit de mode, ne jamais dire jamais, car les limites sont faites pour être repoussées, les sphères d'influence pour être pénétrées, l'espace public tout comme l'espace privé pour être investi et acheté, les icônes pour être érigées et célébrées. Sophie Abriat est journaliste, elle est l'auteure de Danser sur le volcan, et si on devait pitcher, on retiendrait cela. Vous pouvez désormais dîner Dior, voir un film Saint-Laurent, dormir Armani ou lire Chanel. C'est Iconic Business, bienvenue. Sophie Abriat, vous êtes journaliste, auteure de cet ouvrage Danser sur le volcan, édité chez Grasset. La mode et le luxe à la conquête de nos imaginaires. Bonjour. Bonjour. Si vous voulez suivre, comprendre l'interdépendance entre mode et luxe, et tellement plus encore, c'est absolument cet ouvrage qu'il faut lire, qu'il faut acheter. Sophie Abriat, les maisons de luxe ont investi tous les espaces. Quand on parle, nous, par exemple, de diversification, il s'agit de quoi? D'influence et de soft power? Absolument. C'est vrai que ces 10 dernières années, les maisons de mode et de luxe ont investi des sphères qui sont a priori très étrangères à leur savoir-faire originel, que sont la couture et les accessoires, pour investir beaucoup de domaines culturels, le cinéma, la littérature, l'édition, la musique, mais aussi des sphères plus sociétales, plus géopolitiques, et même des sphères plus émotionnelles, plus psychologiques, puisque ces acteurs aujourd'hui contribuent à façonner nos identités collectives et même peut-être nos imaginaires. Oui, tout à fait, parce que c'est là aussi où on retrouve tout ce discours de savoir-faire à la française, de Paris, capitale du luxe, de la mode, et finalement même, on le voit dans votre ouvrage, de Paris devenu et fièrement arboré comme marque. Tout à fait. Paris est une marque, Paris attire les talents de la mode et du luxe du monde entier. C'est la Fashion Week la plus puissante qui se déroule à Paris. D'ailleurs, plusieurs fois par an, on demande beaucoup. Oui. C'est toujours la Fashion Week, c'est vrai que c'est 6 fois par an. On a l'impression d'être en Fashion Week un peu non-stop. Mais tout à fait, Paris d'ailleurs, aujourd'hui, la mode est exposée au Louvre. Donc c'est vrai que c'est un signal extrêmement important et extrêmement bénéfique pour ces maisons de voir leurs produits sacralisés dans l'enceinte du Louvre. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, Paris est une vraie marque et très utile pour le soft power de la mode et du luxe. Des maisons de luxe, justement, ça va avec le soft power, hein, des groupes qui ont grossi. On cite LVMH, Kering, Richemont. Il y a la puissance qui est financière, c'est la puissance, la visibilité, le rayonnement. Et ces puissances, ces groupes, ils livrent maintenant des visions du monde presque clés en main. C'est tout un système de pensée. Si vous voulez, ces dernières années, ces maisons sont devenues à la fois des plateformes de divertissement, mais aussi des médias. Donc, elles ont émis des discours qui touchent beaucoup à nos identités. Elles ont questionné les questions d'inclusivité, les questions de genre. Elles ont aussi parlé d'environnement et même parfois de collapsologie, voire d'apocalypse. Mais en tout cas, elles ont émis ces discours et elles sont devenues des médias parce qu'aujourd'hui, elles sont soumises aussi à la guerre des algorithmes. Elles doivent aussi capter notre attention et donc délivrer des produits culturels et aussi bien des discours. Donc c'est vrai que dans cette guerre algorithmique, dans cette économie de l'attention, elles doivent aussi assurer une grande visibilité. Des storytelling, parce qu'on parle beaucoup de storytelling pour les maisons, pour les maisons de luxe. Quand on est des maisons avec un ancrage patrimonial, il est très important de rappeler leur antériorité et leur histoire. Ça permet de les ancrer dans quelque chose de profond et d'extrêmement symbolique. Oui, on a un espèce de triptyque en fait très ficelé, passé, histoire, ça va un peu avec, mais archives et savoir-faire. Tout à fait. Mais ce sont vraiment des acteurs qui ont une force de frappe en termes de narration. C'est pour ça qu'en définitive, elles occupent aujourd'hui une place qui est peut-être laissée vacante par d'autres acteurs, d'autres acteurs plus institutionnels. En termes de récits, elles prennent certainement la place de récits plus traditionnels qui étaient émis par les politiques, les syndicats et même des récits familiaux parfois. Et en cela, elles sont extrêmement présentes dans notre inconscient collectif, mais parce qu'il y a aussi une place qui a été laissée vacante par d'autres, en définitive. Elles ont occupé cet espace qui Elles ont occupé un espace. Et aussi parce qu'un produit de luxe, il contient une part transcendantale. Il contient quelque part une part de sacré, quelque chose d'immatériel, qui est d'ailleurs extrêmement difficile à faire advenir. Et de par cette unicité, cette singularité, elles peuvent aussi occuper cet espace dans les récits et les narrations d'aujourd'hui.
Une montée en puissance, cet ouvrage, c'est aussi le cheminement de la mode. Oui. Un milieu sous-estimé, fantasmé, jusqu'à une surexposition de la mode. Vous parlez même d'un luxe qui s'est largement modisé. Alors, c'est vrai que si on remonte aux années 80, même aux années 70, le luxe pouvait apparaître à l'époque assez désuet. Et surtout, il était constitué de produits permanents. On renouvelait les collections tous les 2, 3, 5 ans. Et on achetait des produits de luxe pour des événements très symboliques de la vie. À partir du moment où ces maisons artisanales, familiales, ou ces institutions de haute couture ont commencé à être rachetées par des groupes qui se sont ensuite constitués et que ces maisons ont commencé à calquer les rythmes de renouvellement de la mode, c'est-à-dire la mode qui est créatrice de désir et d'obsolescence. Ces maisons, aussi en embauchant des designers artistiques starifiés, ont commencé à produire beaucoup plus de collections, beaucoup plus de défilés. Et leur désir, aujourd'hui, leur désirabilité, elle passe aussi par ce pouvoir d'attraction et par ce renouvellement permanent. Donc c'est en cela que le luxe s'est modisé finalement. Aujourd'hui, il est soumis à ce renouvellement incessant parce que la mode, c'est quoi? La mode, c'est l'éphémère, c'est le zeitgeist, c'est ce qui se produit là. La mode, elle apparaît, elle disparaît en même temps. Donc en calquant, en prenant ces rythmes-là, c'est vrai qu'aujourd'hui, le luxe fusionne avec la mode. Une frénésie de la mode, on va y revenir dans un instant. Avant ça, je voudrais vous montrer cet exemple, une montée en puissance de la mode dans l'imaginaire collectif. Je vous propose cette illustration, un sac Chanel, un anniversaire, pas n'importe lequel, c'est avec Sarah Durand. Le sac de 55 de Chanel fête ses 70 ans. Voici 5 choses à savoir sur ce hit bag. Son nom, déjà, de 55, fait référence à sa date de création. Coco Chanel l'a inventé en février 1955. Comment et pourquoi Gabrielle Chanel a eu l'idée de ce sac? Parce que, je cite, « Elle était fatiguée de tenir ses sacs à main et de les perdre, alors elle a décidé de les porter en bandoulière pour avoir les mains libres et elle s'est inspirée des besaces des militaires. » Le hit bag a changé de look au cours des années. L'originel ressemblait à ça, avec un fermoir Mademoiselle. Et puis, Karl Lagerfeld est arrivé à la direction artistique de la maison, c'était en 1983. Et c'est là qu'il a créé le 11-12, aussi appelé le classique. Et alors là, même design avec des détails quand même qui diffèrent, notamment au niveau de la chaîne et puis surtout au niveau de la fermeture en double C. Mais malgré l'arrivée du 11-12, le 255 est toujours commercialisé chez Chanel. Et d'ailleurs, il a pris énormément de valeur en 20 ans. Il était vendu 1 500 € en 2005. Il est aujourd'hui affiché à 9 700 €. Et pour finir, sachez que ce sac a inspiré même les plus grandes maisons. Un design repris par Bottega Veneta, Yves Saint Laurent. Mais tant mieux, parce que Coco Chanel disait « Pour moi, la copie, c'est le succès ». Bon, il faut maîtriser ses copies quand même. Sophia Bria, Danser sur le volcan, on en parlait tout à l'heure. On suit la frénésie qui s'est emparée du luxe, de la mode, les accessoires comme nouvelle porte d'entrée, le calendrier avec ses défilés permanents, ses collections qui se renouvellent. L'offre a explosé, pas que pour le vêtement. Et la désirabilité est arrivée avec, le concept s'est installé avec. Absolument. C'est un terme d'ailleurs qui est beaucoup employé dans la communication corporelle des groupes. C'est-à-dire que c'est vraiment un but, c'est-à-dire de créer cette désirabilité, de créer des objets de désir. La question, c'est que le désir, il tend vers une action immédiate, c'est-à-dire l'achat du produit de luxe. Mais une fois que l'action est accomplie, le désir s'évanouit. C'est ça. C'est à la différence du rêve. Le rêve, c'est quelque chose, c'est un idéal encore plus grand et on peut se donner toute une vie peut-être pour que ça nous accompagne. Un rêve. Un désir, c'est très différent. Et ensuite, quand le désir s'évanouit, la satisfaction aussi du désir, donc elle revient. Et donc on entre dans une boucle de consommation infinie. De surconsommation, d'offres-demandes. On est un peu sur un système de la poule l'œuf, en fait. Des groupes cotés qui se sont installés, des territoires qui ont été conquis, la Chine, les États-Unis, et donc cette soif de désirabilité, de désir et de démocratisation du luxe, au final. Oui, c'est vrai que moi, je préfère parler de démocratisation du désir du luxe, justement. Parce qu'évidemment, il y a des produits d'appel. Aujourd'hui, on peut acquérir un objet de luxe pour moins de 100 €, que ce soit du parfum ou un tube de rouge à lèvres, etc. Mais c'est surtout
cette démocratisation du désir qui passe aussi, en définitive, par les réseaux sociaux. Parce qu'aujourd'hui, les influenceurs, ils médiatisent ce désir-là. Et donc, les plus jeunes sont exposés très tôt à ces objets de désir. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on dit que la génération alpha, qui est née à partir de 2010, est en train actuellement, à 14-15 ans, de réaliser ses premiers achats. Parce que le luxe aussi a pu grandir et la société se luxifier grâce aux réseaux sociaux. Aujourd'hui, c'est un secteur qui est totalement dépendant. Et c'est accéder à un statut social, à une reconnaissance au milieu d'un ensemble. Tout à fait, c'est une quête de reconnaissance sociale, c'est aussi une quête culturelle finalement, de vouloir appartenir à une communauté, de vouloir être reconnu tout simplement comme individu. Moi, je pense que c'est tout simplement exister, en fait. C'est ce qu'elles offrent, la possibilité d'être, d'exister, de se réinventer, de construire son identité. Et ce sont des effets personnels, donc qui sont très liés à notre apparence, au corps. Et tout cela a pris énormément d'importance de par les réseaux sociaux et la transparence. On performe aujourd'hui nos identités. Et en cela, c'est vrai que le luxe a pu aussi grandir de par ce mouvement-là. Autant dans l'intime, finalement, que sur la représentation dans la sphère publique. Tout à fait, mais aujourd'hui, vous savez, on se montre sur les réseaux sociaux. On montre ce qu'on lit, on montre ce qu'on voit comme exposition, on montre ce qu'on consomme en général. Et d'ailleurs, les marques, je pense, aujourd'hui de luxe ont bien compris que aussi, peut-être, l'une de leurs missions, c'était de nous cultiver. Exactement. Les maisons de luxe sont devenues finalement, alors on parlait de discours, mais des prescripteurs de tendances et de bon goût. Absolument. Alors, mais ça transcende l'esthétique, je pense. Quand je dis que leur mission, c'est aussi de nous cultiver, c'est que leur présence dans les musées, elles sont aujourd'hui, en définitive, elles ne font pas que du mécénat culturel. Elles se sont transformées en plateforme de divertissement, mais aussi en lieu culturel. Elles ont leur propre musée, elles ont leur propre fondation, elles ont leur propre librairie, elles ont leur propre lieu de culture. Donc, c'est vraiment une dynamique de création d'objets culturels au-delà de l'objet mode. Et en cela, elles ont bien compris aussi qu'on performait nos intellects et notre culture sur les réseaux sociaux, comme je disais, en montrant ce qu'on consomme au musée, ce qu'on lit. Vous savez, il y a la tendance BookTok sur TikTok. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on achète un produit de luxe, on a envie de se sentir élevé aussi d'un point de vue culturel. Et c'est pas anodin quand dans votre ouvrage, vous parlez des Médicis et cette référence, elle est capitale justement dans ce cheminement, dans cette maison culturelle. Et on ne parle pas que de mécénat, on parle d'accompagnement dans la culture et dans l'élévation. Oui, il y a aussi beaucoup de mécénat. Alors, en fait, la relation des marques au musée, elle est un peu tripartite. Déjà, ils ont leur propre musée. Dior a son propre musée aujourd'hui, leur propre fondation. Elles sont aussi mécènes. Elles permettent l'acquisition d'œuvres d'art. Elles permettent donc d'enrichir les collections. Elles permettent d'organiser des expositions. Et aujourd'hui, elles sont exposées dans les musées, et notamment au Louvre, comme on disait tout à l'heure. Donc, c'est vrai que la boucle est bouclée, en définitive. Aujourd'hui, quand on voit leur présence dans les musées, elle est considérable. Et elle est nécessaire parce que finalement, les budgets d'acquisition des musées aussi sont plafonnés. Et donc, quand on veut être concurrentiel sur le marché de l'art à l'international, c'est vrai qu'on a besoin de ces acteurs. Et ces acteurs-là, précisément, qui étaient méprisés pendant longtemps dans le monde culturel, sont aujourd'hui courtisés. Une surenchère de moyens pour capter l'attention, vous le disiez, la fameuse société des marques. On est quoi dans l'appropriation, l'acquisition de l'espace, qui soit public, qui soit privé? C'est quoi la rareté versus l'exclusivité? Vous voulez dire l'espace dans toutes ces publicités géantes? Exactement, et on les voit partout. Il y a presque une dilution du message. On les voit sur les plages, on les voit vraiment partout. Alors, moi, je ne dirais pas partout. Je dirais qu'on les voit dans des lieux hautement symboliques. Par exemple, sur les grands bâtiments en rénovation, on a ces publicités géantes. C'est vrai qu'en ce moment, on ne voit plus l'Opéra Garnier qui est en rénovation. On voit une énorme pub géante de Bottega Veneta. On les voit dans des plages, mais dans des plages souvent privées ou dans des lieux très sélects, très haut de gamme. On les voit effectivement sur les réseaux sociaux, mais là, ils peuvent tout de même essayer de gérer leur présence. Et si on les voit aussi, peut-être qu'on en parlera,
finance aujourd'hui des chaires universitaires, ce sont dans des universités extrêmement prestigieuses. Donc on reste quand même sur des terrains qui font sens avec les valeurs du luxe. Qui restent complètement maîtrisés finalement. On n'est pas dans une dilution du message, dans une suroccupation de l'espace. C'est plus... Alors l'espace, c'est elle qui les choisit, où elle veut être. Après, c'est plus compliqué effectivement sur les réseaux sociaux. Quand on s'empare d'une marque, là, il est très difficile de pouvoir gérer. C'est d'ailleurs pour ça aussi qu'elles sont extrêmement vigilantes à tout ce qui se dit et à tout ce qui se fait sur les réseaux sociaux les concernant, avec évidemment des stratégies en termes réputationnels. C'est plus dur de gérer sa présence sur les réseaux sociaux, ça c'est sûr. Sans qu'il y ait le risque, la contrepartie, finalement, dans votre ouvrage, vous parlez aussi, vous faites ce parallèle avec Disney. À l'heure actuelle, bon, c'est le point de départ de ce qu'ont devenu exactement les plateformes de divertissement, etc. Disney est à l'heure actuelle exposé à ces critiques de prix qui augmentent fortement, d'un segment vraiment très, très premium. Est-ce qu'il n'y a pas un risque que ça touche aussi pour les maisons de luxe à ce fameux signal prix et à cette valeur des choses? Les marques ont beaucoup augmenté leur prix post-Covid. Ça a été extrêmement documenté et c'est une réalité. Beaucoup de critiques ont été émises à cet encontre-là, parce que l'alchimie prix-valeur, elle est aussi très fragile dans le secteur du luxe. Il faut faire attention de ne pas casser la machine. Donc effectivement, alors il faut dire que c'est quand même des produits très iconiques dont les prix ont augmenté et qu'elles ont toujours la possibilité de créer des nouveaux produits d'appel pour établir la tendance. Après, tout dépend de la stratégie des marques. Est-ce qu'elles veulent se concentrer sur les 1%, les ultra-riches, ou est-ce qu'elles veulent rester sur une approche plus démocratique avec des produits d'appel pour continuer de toucher la clientèle aspirationnelle qui a beaucoup contribué à l'essor du luxe? Je pense que ça, c'est des choix de stratégie des marques qu'on va voir ces prochains mois. Oui, qui seront capitaux et déterminants sur cette année 2025, parce qu'on a vu les effets sur l'année 2024 en termes de performance. Tout à fait. Mais d'ailleurs, cette augmentation des prix fait en sorte que les consommateurs se tournent de plus en plus vers ce qu'on peut appeler le premium, qui avait un peu disparu. On peut voir une marque comme, par exemple, Pollen, qui attire énormément de nouveaux consommateurs et de nombreux consommateurs. Donc, comme je le disais, c'est vrai que la chimie prix-valeur, elle est très fragile. Vous le disiez tout à l'heure, vous avez évoqué ces mots de sacré, de sacraliser. L'objet a dépassé la marque. C'est pas raisonné, c'est pas raisonnable. Et on a un peu l'impression de retrouver la main de Dieu sur le produit, en fait, d'une liturgie contemporaine, des fidèles, presque du culte, l'objet sacré, l'inspiration même pour les directeurs artistiques, on les appelle comme on veut maintenant, mais qui sont starifiés, presque sanctifiés, les Fashion Week qui ressemblent à des grandes messes. Enfin, il y a tout cet univers qui s'est imprégné et qui imprègne à présent la mode. On pourrait faire un parallèle avec la liturgie, effectivement. Je pense que ça vient de la part de sacré de l'objet de luxe, c'est-à-dire que c'est un objet de luxe de manière factuelle, c'est un produit qu'on achète à un prix intrinsèquement supérieur à sa valeur intrinsèque. Donc il y a une part d'immatériel qui est d'ailleurs assez impalpable et qui nous vaut beaucoup de jalousie de par les acteurs anglo-saxons de la tech, par exemple. Parce que c'est vrai que c'est très difficile de faire advenir cette part d'immatériel. Et c'est vrai qu'il y a des communautés de fidèles, qu'il y a des flagships géants qui font office presque de lieux de culte. Pendant les Fashion Week, c'est des grandes messes. Vous savez, aujourd'hui, accéder à un défilé, il faut affronter une marée humaine. Oui, et puis on a l'impression d'être l'élu pour y accéder. Un peu. Alors, pour assister à un défilé, il faut être invité. C'est ce que je dis dans le livre, à la différence du théâtre, du cinéma. Exactement. Je ne sais pas, de toute autre industrie créative, la particularité du défilé, c'est qu'il faut recevoir une invitation. Et comme les marques ont beaucoup capitalisé sur le star system, se sont beaucoup entourées de figures extrêmement médiatiques et de stars, il y a évidemment beaucoup de gens qui viennent essayer d'apercevoir une star. C'est presque plus tarifié que le Festival de Cannes aujourd'hui, une Fashion Week. Et c'est cette capacité à faire venir, évidemment. Vous l'évoquiez également tout à l'heure, l'art, évidemment, c'est le prolongement, c'est la logique, le mécénat, tel les Médicis. Et on revient à ce discours de transmission, d'archives et donc de légitimité culturelle puis scientifique. Et en effet, cette évolution des années 80 à nos jours, elle s'est faite aussi dans les sphères, à l'université, des chaires particulières et presque d'un État dans l'État aussi. Il y a le versant scientifique et universitaire et cette impression aussi d'un État dans l'État. Quand la famille Arnault est aux côtés de Donald Trump pour son investiture, on a aussi cette impression. C'est vrai que la présence de Bernard Arnault à l'investiture de Donald Trump a fait couler beaucoup d'encre, mais ça dit aussi beaucoup de choses sur
sur la puissance du géant du luxe à l'échelle mondiale, puisqu'il était à côté des acteurs de la tech. Donc déjà, l'image était assez symbolique. Et aussi, on voit la puissance du luxe français à l'international et son soft power. Ensuite, effectivement, c'est un marché, le luxe, c'est un marché de l'offre, ce n'est pas un marché de la demande. Donc, il faut toujours être en train de conquérir de nouveaux espaces, qu'ils soient géographiques, démographiques, sociologiques. Et c'est un secteur qui est bien sûr animé par une forme de réalisme économique, et ce qui inquiète énormément les acteurs aussi, et qui peut expliquer la présence de Bernard Arnault à cette investiture, c'est l'éventuelle imposition de droits de douane sur les produits de luxe. Et la mode ne peut pas survivre au protectionnisme de par sa mondialisation, par le fait qu'elle est mondialisée. Donc il y a beaucoup d'inquiétudes aujourd'hui, effectivement, sur ces terrains géopolitiques, voire diplomatiques. Et donc on retrouve maintenant, est-ce qu'il y a quand même des critiques ou une discussion sur ces chaires qui sont sponsorisées ou qui évoluent avec des maisons de luxe? Est-ce que c'est un accompagnement des esprits? Est-ce que c'est une étude de cas? Comment on doit voir les choses? Alors c'est vrai que ces dernières années, les grands groupes de luxe ont commencé à financer des chaires universitaires, mais extrêmement prestigieuses. Ça peut être une chaire sur l'intelligence artificielle, par exemple, de Louis Vuitton à l'ENS, ou ça peut être une chaire axée sur l'écologie par exemple, l'Institut français de la mode ou autre. Alors déjà, il faut dire que ce sont des chaires qui sont dans des universités très prestigieuses. Donc, elles ne financent pas, comme je le disais tout à l'heure, c'est toujours des choix qui sont extrêmement précis. Et ensuite, je pense qu'effectivement, ça interroge cette présence-là à l'université, mais ça dit aussi beaucoup de l'aspect scientifique qui se cache derrière le luxe. En fait, on ne les perçoit toujours pas comme des acteurs avec une industrie de pointe. C'est-à-dire que le fait que des acteurs issus de l'automobile ou, je ne sais pas, de l'industrie pharmaceutique n'interrogent pas de la même manière, tout à fait. On ne se pose pas les mêmes questions. C'est vrai. Donc, en fait, c'est aussi une question de comment on perçoit ces acteurs. Et peut-être de biais cognitifs. Et c'est ce que j'ai essayé un peu dans ce livre. C'était de dire qu'évidemment, il y a énormément de clichés, énormément d'idées reçues qui véhiculées par ce secteur. Et c'est normal, puisqu'il a un capital symbolique très fort. Donc, forcément, il y a de la fascination et de la critique. Mais aussi, essayer un peu d'aller au-delà de ces questions-là. Et c'est vrai que si on les voit comme des industries de pointe qui ont besoin d'intelligence artificielle, qui ont besoin de questionner la biodiversité, le bien-être animal, etc., on peut comprendre que finalement, elles investissent ces espaces-là universitaires. Occuper tous les espaces possibles. À présent, et on l'a vu largement, le sport, il y a eu les Jeux Olympiques, c'est un fait. On peut parler de football, on peut parler de Formule 1, on peut parler de NBA. Bon, la créativité est dans la stratégie. Clairement, oui, bien sûr. 85% de la valeur, et vous le reprécisez dans votre ouvrage, d'une entreprise de mode de luxe réside dans sa réputation. Occuper le terrain sportif, ça passe aussi par la valorisation de l'entreprise. Absolument. C'est vrai que c'est l'un des derniers un peu terrains de jeu du luxe. C'est vrai qu'il y avait quand même eu des partenariats avec des sports, mais des sports moins populaires que sont la voile, par exemple. Oui, plus élitiste et plus sporadique. Tout à fait. Là, on est plus dans les grands événements populaires. Oui. Mais vous savez, il y a le rapprochement avec la culture, mais le rapprochement avec le sport, il est aussi stratégique, mais il est aussi intéressant parce que une autrice, un acteur, ils ne remportent pas des médailles olympiques. Et remporter une médaille olympique, on a vu ce que ça suscitait en termes d'émotions. Donc, capitaliser sur ces émotions-là, ça peut être extrêmement intéressant et valorisant pour ces marques-là. Justement, retrouver cet élan populaire, retrouver cette énergie sportive. Et aussi, ça fait sens avec leur valeur d'excellence, puisque exactement le dépassement de soi, tout à fait. etc. La performance est aussi s'ancrer en fait comme un acteur de la société, au cœur de la société. Tout à fait, absolument. Bon, c'est ce qu'il fallait démontrer. Il aurait fallu aussi beaucoup plus de temps pour détailler encore cet ouvrage que je vous invite absolument à lire. Sophia Bria, Danser sur le volcan, aux éditions Grasset. Iconic Business, le luxe par BFM Business. Toutes les semaines et dès à présent, évidemment, sur le site, l'app et les réseaux sociaux. À la semaine prochaine. Iconic Business, le luxe by BFM Business.